Bonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième conférence du cycle thématique cette année migration, route migratoire et groupes religieux. Donc tout au long de notre cycle, nous explorerons, après la conférence inaugurale donnée par Christine Kousmalet il y a quelques semaines, nous allons passer en revue dans différentes aires géographiques, et aujourd'hui nous nous retrouvons donc sur l'ère vaste, qui est l'ère africaine. Et nous nous retrouvons deux conférenciers aujourd'hui pour discuter avec nous, pour présenter et discuter de cette situation. Le professeur Adib Ben Cherif, qui est professeur à l'école de politique appliquée ici à l'université de Sherbrooke, qui va nous présenter une conférence sur migration transrégionale, circulation et transit dans l'espace sahélo-saharien, qui est son espace d'investigation principal. Et puis ensuite, nous aurons une conférence de Charles Vida, qui est chercheur postdoctoral au CERC, qui travaille en particulier sur les mouvements pentecôtistes africains. La manière dont ça va se passer aujourd'hui, le professeur Ben Cherif doit partir un petit peu plus tôt, donc il fera sa conférence dans 25-30 minutes, puis nous aurons un premier temps de discussion sur vos réflexions, sur votre présentation, et nous irons ensuite sur la conférence de Charles, suivi d'un temps de discussion. Merci. La parole est à vous. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être parmi vous. Désolé d'imposer un peu la contrainte de temps, mais je pense que cela finalement s'enchaîne bien, puisque je vais présenter quelque chose qui relève plus d'un panorama, d'une première lecture, d'une revue de la littérature et de quelques enjeux que j'ai rencontrés lorsque je faisais mes enquêtes, notamment sur les Touaregs, au Sahel, au Mali et au Niger. C'est mon expertise principale. Je me trouve à mi-chemin entre une expertise, disons, plus focalisée sur les pays subsahariens, parce que ce sont mes objets d'études initiaux, puisque c'est le Mali et le Niger, mais sur des communautés riveraines et à mi-chemin avec les communautés d'Afrique du Nord. Et d'ailleurs, je continue mes recherches maintenant sur les nomades sahariens, donc du côté algérien, et qui communiquent beaucoup avec les autres communautés. Et par conséquent, l'enjeu de mouvement, l'enjeu de migration, de circulation, de transit, je le rencontre souvent dans mes sujets, car on a l'habitude de considérer le Sahel, Sahel, ça vient de l'arabe, le rivage du Sahara qui séparerait l'Afrique du Nord pour reprendre les expressions des cartographes arabes, du Balad Soudan, le pays des Noirs. Et donc ici, on a vraiment cette sous ma division initiale, mais en fait, lorsque l'on se penche historiquement là-dessus, c'est un carrefour civilisationnel. Il y a beaucoup de rencontres, notamment sur le plan religieux. Mais tout cela, on l'efface sur le plan historique lorsque l'on se préoccupe de ce qui se passe dans le contemporain, ou lorsque l'on a une grille de lecture très ancrée sur les préoccupations contemporaines, surtout européennes. Et pour prendre comme point d'entrée une image assez forte, c'était le drame migratoire, c'est comme ça qu'on l'a dessiné, qu'on l'a représenté, qui s'est passé à Ceuta, dans l'excavation de Ceuta, vous savez, l'un de ces deux territoires espagnols dans le territoire marocain, qui est entouré du territoire marocain, et qui constitue une porte pour l'Europe. Et donc, il y a eu une vague de migration à ce moment-là, en 2021, causée notamment par le différend entre le Maroc et l'Espagne, dans un positionnement que le Maroc ne jugeait pas suffisamment prononcé à l'endroit de la question du Sahara pour le royaume du Maroc, du Sahara marocain. On parle ici du Sahara occidental, si l'on reprend les termes consacrés par l'ONU. Et donc, à cause d'un positionnement plus tiède de l'Espagne, le Maroc a opté pour une logique de chantage temporaire pour leur démontrer leur nécessité à l'endroit de politique de sécurité, à l'endroit de la migration, notamment de subsahariens. Il y a beaucoup de témoignages qui disent parmi ces migrants qu'en fait, ils avaient été encouragés par les forces de sécurité. Cet épisode a été documenté pour montrer à quel point il y avait différents types de rapports de force qui se jouaient autour de cette double frontière établie pour empêcher la migration en Europe, à savoir les pays riverains, les pays voisins, l'Afrique du Nord. On a vu même par rapport à la Libye post-Kadhafi
que c'était des politiques, ils bénéficiaient d'aides notamment d'Italie pour constituer un premier blocage, et puis aussi les pays d'Afrique de l'Ouest comme le Niger, qui, suite au coup d'État récent en 2023, a dénoncé les accords avec l'Union européenne et a autorisé à nouveau le transit migratoire sur un schéma illégal quelque part, mais en lui accordant en fait une sorte de caution. Et c'est intéressant de voir ce retour vers une sorte d'acceptation par ces nouveaux régimes qui sont en train de se structurer en Afrique de l'Ouest, mais qui ont été souvent en périphérie de cette Europe au cours des années 2000. En tout cas en périphérie de leur politique, c'est-à-dire leur politique sécuritaire. Lorsque l'on voit la chute du régime de Kadhafi en 2011, si on prend ce repère-là, on voit qu'il y a une diminution des flux commerciaux entre le Sahel et l'Afrique du Nord, du fait de l'insécurité. Et là, on parle de flux commerciaux plutôt sur un schéma, on va dire, légal. Mais le développement d'une économie migratoire, c'est-à-dire il y a de plus en plus de trafic de migrants, et bien évidemment, ce trafic migratoire va aussi évoluer. C'est-à-dire que le chemin vers la Libye devient un peu plus insécurisé, et donc on va prioriser d'autres voies comme l'Algérie, le Maroc, ou encore l'Algérie ou la Libye. Ensuite, on passe en Tunisie. Ça crée de nombreux emplois, la logique de cette économie informelle d'économie migratoire, parce que, en fait, quand on pense à des villes comme Agadez, au nord du Niger, il y a toutes les logiques associées à la prestation de services. Les personnes qui vont être les petits restaurateurs sur le chemin, ou qui vont offrir un service. Les gîtes, même si on n'est pas en train de parler d'hôtels 3 étoiles, mais il y a des logiques de services qui sont offertes, et tout cela participe à une économie. Et les différents intermédiaires pour pouvoir arriver à à cette économie migratoire, le fait que des papiers peuvent être aussi être produits pour refaire des identités. Donc il y a toute une économie. Peter Tinti a beaucoup développé là-dessus, je vous recommande son ouvrage. Et puis il y a ce marqueur très fort, les lois qui criminalisent les trafics de migrants à partir de 2015. Et le résultat, c'est la clandestinité. Cela ne signifie pas qu'on va cesser. Cela signifie que toute cette activité va devenir plus dangereuse pour les convoyeurs, plus dangereuse pour les migrants, plus dangereuse en quelque sorte aussi pour les forces de sécurité qui vont devoir parfois entrer en conflit direct, armé. Et donc le coût devient plus important pour tous les acteurs, mais cela ne signifie pas que cette économie disparaît. Bien au contraire, ça la renforce. Ça implique de plus en plus d'acteurs et les coûts deviennent de plus en plus élevés. Donc, le seul élément de cette sursécurisation que l'on a pu observer depuis 2015, c'est que les migrants qui font la démarche de faire ce schéma-là sur une migration illégale sont plus en danger. Mais c'est le seul effet en soi. Ça ne décourage pas d'essayer de se livrer à ce processus. Par ailleurs, pour les personnes qui sont ramenées, c'est-à-dire qui sont interceptées, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest, souvent au nord du Niger d'ailleurs, quand ils viennent d'Afrique de l'Ouest et qu'en fait ils ont épuisé leurs vivres, ils peuvent se tourner vers l'OIM, et les délais de traitement au sein de l'OIM sont vertigineux. C'est-à-dire que les personnes restent des années bloquées dans une situation grise. Une collègue que je vais anonymiser de l'OIM me racontait qu'une personne mineure qui leur arrive, l'enjeu, la personne arrive souvent avec des sans-papiers ou avec un manque de données, et donc il faut vérifier son lieu de départ, il faut mener une enquête, monter une équipe, aller au lieu ou éventuellement à son village, retrouver ses parents, leur demander s'ils acceptent que la personne puisse revenir, et ensuite organiser son retour. Donc, entre l'identification, le coût pour pouvoir rapatrier la personne et ensuite le rapatriement, d'énormes délais et d'énormes coûts. Donc, cela vous dit à quel point la machine même de l'OIM fonctionne sur un schéma d'inefficacité. C'est impossible de réussir à couvrir les besoins ou à fonctionner sur cette logique de sécurisation. Il y a aussi une juridicisation qui a été accélérée dans les années 2000.
Donc l'idée était que l'Union européenne mettait la pression aux États riverains, politique européenne de voisinage pour l'Afrique du Nord, et puis aux pays subsahariens pour qu'ils statuent sur l'enjeu de migration illégale, alors qu'il y avait beaucoup de cette réalité qui fonctionnait sur des schémas informels. Donc il y a criminalisation aussi du trafic des migrants qui est associé à la traite des personnes. On dessine à partir du milieu des années 2000 le migrant comme une victime. Donc ce schéma de migration, c'est une personne qui est un peu vulnérable, un peu naïve, qui est influencée, parasitée par les passeurs, les convoyeurs, et qui est naïf parce qu'il s'imagine un Eldorado ailleurs, mais il n'a pas connaissance des difficultés pour le schéma de migration, ou même de la situation économique en général en Europe. Donc c'est un peu le prisme dans lequel on voit ce migrant dans le prisme européen. Le problème, c'est que dans le cas des migrants, on ne regarde pas la chose du tout de la même façon. D'abord, le logiciel n'est pas le logiciel de la légalité ou de l'illégalité, c'est le logiciel de la moralité. À savoir, lorsque il a été appris qu'un accord avait été signé par le président Ibeka et Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, et c'était aux alentours aussi de 2015, je pense que c'était en 2016-2017 si je ne m'abuse, et l'Union européenne, on ne connaissait pas tout à fait les aboutissants, mais on savait que c'était pour sécuriser. La rue à Bamako était profondément indignée. Vous pouviez parler à n'importe qui dans la rue, ils allaient énoncer une indignation totale. Et leur logiciel n'était absolument pas la légalité. Ce n'était pas du tout ce qui était énoncé dans la rue. Le logiciel, c'était la survivance. La survivance et la moralité, à savoir, c'est un droit que je puisse de pouvoir circuler pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, de ma communauté, etc. C'est une stratégie de survivance. Et d'ailleurs, même dans les mythes sahéliens, lorsque vous vous questionnez là-dessus, on va souvent sur les figures du renard, sur les figures d'une personne capable de naviguer, capable de manœuvrer, de mener sa barque à bon port. Et ici, on est dans les stratégies de rue, stratégies de survivance, dans des milieux avec de fortes contraintes. Et ici, c'est vu comme des personnes qui ne comprennent pas les codes, les normes sociétales et qui impose en fait une réalité extrêmement rigide. Et si vous échangez avec des jeunes, les jeunes vous diraient mais comment est-ce qu'on fait pour immigrer? Et ils me parleraient du schéma de migration illégale tout autant que d'un schéma de migration légale. Pour eux, c'est la porte de sortie. Et j'avais rencontré des jeunes burkinabés qui m'énonçaient cela d'une manière assez lisse dans leur récit, la stratégie de migration illégale par des convoyeurs. Ils ne se préoccupaient pas de cette réalité-là. On était dans les années 2010. Alors, en plus de cette dimension, je vais insister sur la stratégie de survivance, donc le défi entre éthique et légalité. Oui, il y a un autre enjeu, en dehors de cette perception différente des populations, c'est l'accomplissement et le rapport à la bravoure. Au Niger, vous avez ça, l'idée de faire la frontière algérienne. Et je suis certain que vous pouvez aller chercher d'autres exemples ailleurs où il y a cette idée d'accomplissement, de masculinité éprouvée en ayant une grande épreuve. Et ici, c'est la frontière sécurisée algérienne où certaines communautés considèrent que simplement le fait de s'y rendre, d'être arrivé à aller de l'autre côté, peu importe la durée du séjour, constitue un acte de bravoure. Donc, il y a aussi ce référent-là qui est intéressant, mais à travers les politiques sécuritaires récentes. Je vous souligne bien qu'ici, on est dans de l'extrêmement contemporain et je n'ai pas encore historicisé. Brièvement, sur la migration subsaharienne au Maghreb, il y a une pluralité des trajectoires lorsque l'on se focalise sur les subsahariens qui se rendent au Maghreb. D'abord, lorsque l'on se penche sur le cas du Maroc, on voit déjà qu'il y a un pont qui existe entre le Sénégal et le Maroc, qui est très prononcé, on va revenir là-dessus. Pour les Tunisiens, il y a pas mal de personnes étudiantes qui se rendent en Tunisie. C'est le cas aussi en Algérie et au Maroc, mais dans le cas tunisien, on voit qu'ils se structurent aussi en associations et autres. Il y a une démarche un peu militante, plus active dans l'espace public, qui a été documentée par la littérature scientifique.
il y a aussi le fait que ce serait un lieu de transit en direction de l'Europe, mais beaucoup s'établissent en Afrique du Nord. En Tunisie, il y a aussi un élément qui est intéressant, c'est que ils peuvent être considérés comme une deuxième stratégie de mariage, les subsahariens, à savoir pour les personnes qui ont déjà eu des enfants ou qui ont été divorcées, il peut être difficile de retrouver, du fait d'un système patriarcal, un conjoint dans la société tunisienne. Alors on voit qu'il y a des mariages mixtes, mais on voit qu'il y a quand même une logique statutaire, car c'est une option par défaut qui est mobilisée. Et donc, cela indique que les sociétés nord-africaines continuent de porter des préjugés, une forme de racialisation qui demeure dans leur politique, du fait qu'en fait, ils n'ont pas été assez exposés au cours des dernières années. Il y a une ironie qui s'est passée avec la Banque africaine de développement au cours des dernières années, qui a été basée en Tunisie, qui est en Côte d'Ivoire. Mais à un moment, pendant la guerre civile, elle a été déplacée en Tunisie. C'est qu'ils ont été exposés à voir des subsahariens riches anglophones qui ne répondaient pas aux préjugés ou aux clichés que les Tunisiens visualisaient et qui a participé à créer des dissonances. Donc des étudiants, par exemple, se retrouvaient à se faire considérer comme... Il y a des témoignages ethnographiques des étudiants qui se faisaient alpaguer dans la rue en pensant qu'ils étaient riches, par exemple. Donc, comme des espèces de dissonances créées, mais qui participent à une espèce de diversité compréhensive de la part des populations tunisiennes. Le changement ne va pas être radical, mais ça participe à complexifier les grilles de lecture. Et c'est sur un même schéma qu'on a observé les migrations chinoises, notamment en Algérie, où au départ, c'était vu d'un très mauvais œil, et il y a des mariages mixtes qui se sont instaurés, et de plus en plus, on voit des Algéro-chinois parler le dialecte, être complètement intégrés dans des poches de la société. Je ne vous dis pas que c'est dans toutes les sphères sociales. Historicisons un peu la relation entre l'Afrique du Nord et le Sahel à travers les logiques islamiques. À savoir qu'on a souvent l'habitude d'énoncer la Summa Divisio classique sunnite-chiite, ça c'est souvent pour le Moyen-Orient. Néanmoins, il y a beaucoup de confréries, un islam mystique qui existe dans la sous-région, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Souvent, l'établissement est en Afrique du Nord, c'est-à-dire le père fondateur, la figure mystique initiale. Et puis ensuite, il y a un phénomène véritablement de diffusion et de pratique, même plus prononcé en Afrique de l'Ouest. Donc, deux grandes confréries soufis existent, la Qadiriya et la Tidjaniya. La Tidjaniya est très mobilisée dans la diplomatie marocaine, notamment à l'endroit du Sénégal, où en fait on essaye de mobiliser ce capital religieux pour aussi la diplomatie marocaine qui est très structurée sur défendre la question du Sahara marocain. C'est la primeur dans la politique étrangère. Si vous voulez voir le socle de la politique étrangère, ça sera toujours cet élément-là qui guide les différentes stratégies. Et cela fonctionne très bien parce qu'il y a même des partenariats qui sont faits entre le Sénégal et le Maroc sur différents niveaux. Il y a tout un pèlerinage qui est organisé. Je vous invite à aller lire les travaux d'Abdoulaye Khan qui partent du Sénégal et qui se rendent au Maroc avec des zaouïas organisés composés de Sénégalais et de Marocains, zaouïa comme une sorte d'établissement de base qui peut accueillir les croyants et qui participent à les aider dans leur pèlerinage par rapport à la figure du mystique qu'ils veulent voir. L'Algérie essaye de passer par d'autres réseaux qui sont plus présents dans le monde anglophone parce qu'il y a des écoles concurrentes au sein de la Tidjaniya et l'Algérie essaye de passer par ce prisme-là, très présent dans la diaspora états-unienne, donc vraiment des anglophones, et un peu plus présent du côté des anglophones, ce qui participe à renforcer les liens, les relations diplomatiques entre Algérie, Nigeria et Afrique du Sud, un grand classique en matière de politique étrangère sur le continent, en opposition à une sorte de bloc qui serait plus Maroc, Sénégal et peut-être l'Éthiopie dans une certaine mesure.
Donc, du côté des confréries, je n'oserais pas dire que ça s'ancre dans l'islam sunnite ou chiite à stricto sensu. Il y a plusieurs marabouts qui vous diraient qu'ils dépassent cela comme fracture. Et donc, ils peuvent mêler des éléments dedans, même si je pense que le référent sunnite est peut-être dominant. Et puis, les salafistes, en fait, n'en sont pas vus nécessairement de la même façon en Afrique de l'Ouest, notamment avec leur montée en puissance au Sénégal, au Bénin, au Togo, qu'ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, on va associer rapidement salafistes à salafistes djihadistes, donc, aux acteurs violents, ou encore salafistes aux conservateurs. Dans le cas de la sous-région, ce qu'on voit, c'est que même si c'est diffusé depuis Al-Azhar et que ça nous vient du Moyen-Orient, les salafistes, en fait, sont vus comme des espèces de réformateurs d'un ordre traditionnel, parce qu'en fait, ils vont venir pour s'opposer à un ordre existant d'autorités religieuses qui ont une relation privilégiée avec les politiques. Et donc, l'espèce de collusion entre des figures politiques et des figures religieuses est challengée, défiée par ces salafistes, ces figures alternatives qui viennent se poser comme un nouvel ordre. Et alors, ils peuvent bien sûr entrer en collusion avec des élites politiques et se normaliser dans le jeu, finalement, puisque en fait, ce sont des êtres éminemment rationnels dans leur appréhension de l'arène politique. Donc, le cas tunisien, rapidement, je voulais énoncer un marché qui s'ouvre timidement, c'est-à-dire un marché de l'emploi qui s'ouvre timidement. Il y avait beaucoup de préjugés au cours des années 2000. Ça progresse, mais on voit qu'il y a un schéma d'accessibilité difficile et c'est souvent les jobs pénibles, un peu comme en Afrique du Nord, en Algérie et au Maroc, par exemple, dans les chantiers qui est présent ou dans des jobs non protégés par l'administration centrale ou non dotés de programmes d'intégration des chômeurs. Et donc, dans ces corps de métier-là, alors, même s'ils ne sont pas pénibles, comme des artisans, on peut voir des subsahariens s'engouffrer là-dedans. Le passage de la Banque africaine de développement est un passage assez intéressant d'un point de vue sociologique. Le mariage mixte, je voulais énoncer comme un second choix. Alors, l'Afrique mythique et l'Afrique subalterne, là, c'est l'un des grands enjeux, c'est-à-dire il y a une forme d'orientalisme quelque part, de folklore, l'idée d'être... on est vraiment dans la pensée un peu... avec des résonances culture pop, hein, comme le Black Panther ou d'autres résonances très hollywoodiennes, où on croit en une Afrique mythique, intégrée, transversale, hyper riche de sa densité culturelle, grande civilisation et autres, mais sans nécessairement une connaissance, hein, venant des acteurs qui vous mobilisent ces espèces de mythes. Et en face, des mythes extrêmement négatifs qui reproduisent finalement des occidentalocentrismes, à savoir une Afrique pauvre, désœuvrée et autres. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est cette utilisation, cette Afrique, parce qu'il y a cette dissociation par rapport à l'Afrique subsaharienne que vous pouvez avoir sur le plan du vocabulaire, du langage, avec beaucoup de Nord-Africains qui vont énoncer l'Afrique en s'oubliant un peu, en oubliant qu'ils en sont. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est important de voir que dans la tradition francophone qui existe en Afrique du Nord, vous en avez beaucoup qui vont réclamer d'auteurs postcoloniaux et par conséquent, ils vont créer des dialogues en fait littéraires et interculturels et donc qui vont s'approprier une africanité. Mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui s'ancre dans le projet de l'afropolitanisme d'Achille Mbembe. Donc, c'est important de souligner cette tension qui est encore présente. Il ne faut pas être naïf. Et le cas des étudiants subsahariens est extrêmement intéressant parce que c'est une population très éveillée politiquement, très réflexive sur leur situation sociale, soucieuse de s'intégrer, vocale, capable d'aller rejoindre les médias, de s'organiser, et donc qui constitue un proxy souvent pour le chercheur. Et donc, ça a été très documenté, en fait. Islam et histoire, et j'arrive à la fin. L'islam est arrivé en Afrique de l'Ouest par la route transsaharienne à partir du 8e siècle. On parle de grands empires du Ghana, du Mali, Soraï, où il y avait un dialogue avec des communautés. On parle souvent de l'héritage des Soraï, qui serait en partie, où ils seraient en partie
Amazigh, berbère, dépendamment de celui qui vous énonce sa généalogie. Donc, on voit les ponts qui se font en fonction des personnes. Et ce qui est important de souligner, c'est que les conflits ont existé entre musulmans à une époque précoloniale. Il ne faut pas idéaliser le soufisme, ce qui nous arrive souvent. On dit que c'est... et ça, c'est encore un héritage colonial. Un islam soufi qui serait un islam noir, qui serait un islam pacifique. Vraiment, c'était la représentation de l'administration coloniale, face à un islam arabe qui serait un islam conservateur, qui serait un islam plus rétif à la modernité. Donc, cette souma-division, elle existe. Et donc, de temps en temps, on est contaminé par ce phénomène social alors que l'on n'entre pas dans les détails de la structuration du politique. Par exemple, il y a eu recours à la violence pour imposer leur vision à une époque précoloniale. Donc, il faut faire attention, différencier les phénomènes et ne pas essentialiser. Et je pense que même dans l'exploration, il est vrai, de communautés soufistes qui, la plupart, sont pacifiques, être quand même prudent par rapport à un acte de réification, de postulat analytique. Tidjane Ndiaye, je le donne comme référence parce que c'est probablement l'un des ouvrages qui m'a posé le plus de problèmes, mais en même temps qui a le mérite de traiter d'un enjeu qui est une espèce de tabou sur le continent. Il n'y a que des études récentes qui commencent à aborder ces enjeux-là, c'est-à-dire l'espèce de rupture qui peut exister entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne dans des représentations, et notamment liées à l'esclavage dans la péninsule arabique au Moyen-Orient, et donc un esclavage qui n'aurait pas été la traite européenne, mais qui aurait été faite à l'intérieur d'un espace islamique. Alors, Ndiaye oublie que les catégories statutaires dominantes des communautés subsahariennes vendaient leurs esclaves et étaient des esclavagistes eux-mêmes. Donc, il y a un effacement quand même dans un récit très binaire, mais il ne demeure pas moins qu'il est quand même présent dans le langage des acteurs au Niger, les Touaregs et les Arabes blancs. Lorsque j'échangeais avec d'autres communautés, des préjugés pouvaient ressortir. Je ne vous dis pas que ces préjugés empêchent un vivre ensemble, mais des préjugés pouvaient ressortir sur l'autre qui aurait pu être un descendant d'esclavagistes. Et vice-versa, bien sûr, donc au niveau du propos. Donc ça signifie que ces représentations continuent à demeurer, combien même elles n'ont plus de réalité matérielle parfois. Il y a peu d'enquêtes scientifiques sur la conservation de ces pratiques. Le sujet est peu abordé dans l'espace public, honnêtement, c'est dans les discussions très informelles que les choses se révèlent. Et encore, c'est assez difficile. Pourtant, il y a un vocable qui existe. Abd, Aswad, Gnawa, Sahrawa, etc., qui porte une logique statutaire, une logique subalterne qui est énoncée dans le récit. Et je pense que la Mauritanie est le cas le plus saisissant dans la sous-région où il y a les Arabes Biden, qui sont, ça veut littéralement dire blancs, qui dominent le pouvoir politique, et alors que les Haratines, donc les Arabes sombres, ou qui sont considérés comme subalternes dans la logique statutaire, c'est des sociétés très castées finalement, en quelque sorte, même si le langage de caste, les ethnographes ne l'emploient pas, on préfère le langage de catégorie statutaire pour énoncer qu'il y a une fluidité supplémentaire par rapport aux logiques de caste comme en Inde, mais quelque part, il y a cette verticalité qui existe dans ces sociétés-là, dans la logique traditionnelle. Et il y a tous ces subsahariens aussi en Mauritanie, qui sont dominants d'un point de vue démographique, mais qui n'ont pas nécessairement la même représentation dans les sphères politiques. Et donc, vous voyez ici vraiment la politique à l'œuvre et la complexité de ces pays-là qui, malgré tout, n'empêchent pas la migration car ils en ont besoin. En Mauritanie, ils ne peuvent pas s'accommoder, ne peuvent pas faire disparaître la migration, combien même il y a un pouvoir très racialisé, car en fait, beaucoup sont des nomades ou beaucoup fonctionnent sur une autre économie et donc ils ont besoin de personnes dans les villes pour les emplois et autres. En Afrique du Nord, pour les jobs pénibles, notamment dans la construction, les jeunes chômeurs n'y vont pas, donc maghrébins. Donc à partir de là, vous avez des personnes qui vont s'engouffrer dans ces petits emplois et d'autres qui sont beaucoup plus qualifiés
comme au Maroc, peuvent avoir accès même à l'administration centrale. Dans le cas de Sénégalais, ils ont le droit d'accéder à des jobs de fonctionnaires. Donc, il y a des accords qui ont été formalisés, que ce soit les Marocains ou au Sénégal. Pour l'anecdote, si je me promène à Dakar, le premier point d'entrée des Sénégalais qui me rencontrent, c'est de dire que je suis marocain. Ils postulent immédiatement parce que c'est les personnes qu'ils ont l'habitude de croiser, qui sont les plus fréquentes, et du fait de la proximité culturelle et économique nourrie à travers les décennies. Un des rares auteurs qui historicise avec précision les sources écrites en triangulant les sources aussi locales et européennes et qui nous parle de cet héritage de l'esclavage et de ces représentations qui continuent à exister, qui sont problématiques au sein des sociétés nord-africaines, ici en se focalisant sur le Maroc, c'est Chouki El-Amel de la Arizona State University. C'est un livre publié à Cambridge University Press que je vous recommande chaudement. Donc ici, on est dans des objets sensibles, peu étudiés, difficiles à documenter, mais qui participent à toute cette économie informelle existante, toutes ces trajectoires migratoires, tous les défis vécus par ces communautés subsahariennes quand elles immigrent, même sur un schéma légal. Et donc, c'est important de considérer que c'est une des dimensions à traiter pour ne pas, sur le plan normatif, éviter peut-être un élément sensible, mais en fait qui participe à déterminer des trajectoires. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence. La parole est à la salle. La salle virtuelle également, ici en ligne. Oui, j'avais juste une question. En Afrique du Nord, il y a la tradition animiste, elle est très présente ou elle est assez en retrait par rapport aux autres courants, par rapport aux islams? La dominante, c'est malikite, sunnite malikite. C'est une école jurisprudentielle, si vous voulez, au sein des sunnites. Donc non, c'est très marginal. Je pense que si vous voulez voir des islams alternatifs qui sont en train de se restructurer, c'est les islams confrériques, la Tidjaniya et la Fadiliya, qui ont été abandonnés notamment juste après les indépendances, parce qu'il y avait une collaboration avec les autorités coloniales aussi, et ça les a affaiblis, et donc ils ont été un peu marginalisés. Mais il y a comme un retour et une volonté des États de la remobiliser depuis les années 2000, surtout depuis la venue de la guerre contre le terrorisme et comme projet alternatif aux islamistes radicaux, il y a cette volonté d'utiliser, même dans le récit officiel marocain par exemple, cet islam confrérique comme un récit d'un islam local pacifique. C'est pour la présentation. Je trouvais ça intéressant que tu soulèves la dimension économique de la migration, la dimension économique sur les routes migratoires, c'est-à-dire les gens qui vivent de ces routes migratoires et des gens qui les suivent. Et je me demandais jusqu'à quel point cette dimension économique-là, elle est quand même peut-être ancrée dans une dimension religieuse aussi, dans la mesure où est-ce que ce soutien qui est offert est essentiellement économique ou les gens qui offrent des services le long de la route le font aussi dans une perspective religieuse. Surtout, je présume que beaucoup de ces migrants-là n'ont pas nécessairement toujours les moyens de se payer des services. Jusqu'à quel point la dimension religieuse accompagne ou est présente dans cette relation entre les services et l'idée. Alors, ça dépend de quelle trajectoire on parle. Si on parle de, par exemple, toute cette structuration solidaire autour de la Tidjaniya et associée au pèlerinage, où il peut y avoir des logiques de solidarité qui se nouent pour pouvoir permettre, par exemple, à des étudiants de se rendre au Maroc et éventuellement de s'établir grâce au réseau de la Tidjaniya. Là, on est dans une fraternité religieuse. Abdoulaye Khan, lorsqu'il énonce son pèlerinage, puisque son ethnographie, c'était de vivre de l'intérieur en étant parmi eux.
il énonce qu'en fait, on lui disait ce qu'il devait faire et ces logiques-là étaient uniquement guidées par un service rendu à un membre de la confrérie. Donc là, il y a vraiment une dimension dominante. Le religieux n'est pas du service comme de profit. Par contre, dans le hub d'Agadez, avec toute l'économie informelle dominée par les Touaregs, dans cet espace-là, non, il n'y a pas de dimension religieuse. On est dans quelque chose qui relève d'un business. D'ailleurs, avec des seigneurs de guerre, il y a certains se fait sur plusieurs types d'activités. Et donc, non, ici, on est vraiment sur une dimension entrepreneuriale. À aucun moment ressortait le religieux. Le religieux est ressorti uniquement quand on était dans les considérations de la drogue, les débats sur la moralité, légalité, moralité. Donc, ils écartaient l'option de la légalité et ils parlaient d'immoralité de la drogue par rapport à d'autres pratiques de subsistance alimentaire qui, eux, sont moraux et donc, par conséquent, qui sont acceptés d'un point de vue religieux. Mais sur la trajectoire migratoire, je n'ai pas vu ça. Mais c'est peut-être une piste. Mais ça serait intéressant de voir à quel point ces figures entrepreneuriales, genre de type businessman, intègrent d'une manière ou d'une autre le logiciel religieux dans ces défis. Merci Ali pour ta présentation. Je ne sais pas, est-ce que tu as, dans tes travaux, tu as eu, dans ta vie de gratuit, tu as eu des travaux qui portent sur l'influence des migrants sud-africains, sud-sahariens dans le Maghreb, surtout dans le cadre de la modification de la configuration religieuse. Même si cette tendance n'est pas une tendance lourde, il y a, par exemple, les migrants, surtout les étudiants, qui migrent vers l'Afrique du Nord, qui, surtout dans le cadre du christianisme, contribuent à revigorer certaines églises et maintenant les tensions qui se créent avec l'État compte tenu du fait que ce sont la manipulation des pays islamiques. J'adore ton nom. Alors, non, je n'ai pas rencontré cela dans la littérature scientifique, mais dans mon quotidien. C'est-à-dire, quand je suis allé voir l'église à Alger, la plus célèbre, en fait, qui trône tout en haut, et en fait, c'était que des subsahariens. À part le père, mais tous les autres, c'était des subsahariens qui étaient au service, en fait, et offraient. Et donc là, je me suis beaucoup posé de questions sur, en fait, est-ce que finalement, c'est eux qui permettent de dynamiser une communauté chrétienne? Et je ne me suis pas posé de questions. J'ai juste vécu le moment où je me suis dit, ah mince alors, mais je pense que ça serait quelque chose clairement, mais qui fait partie de ces approches par le bas qui sont sous-exploitées, en fait, mais qui serait un terreau fertile d'enquête, parce que je n'ai rien vu de. Il y a le tropisme d'étudier l'islam en Afrique du Nord. Donc ici, par exemple, ça serait intéressant de faire ressortir. Joanie, en ligne, a une question. Là, vous êtes sur le micro, j'espère qu'on pourra l'entendre. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, premièrement? Est-ce qu'on vous entend? Si vous parlez, on ne vous entend pas, Joanie. Ah oui, vous ne m'entendez pas. Ah bon. OK. Bon. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Je vais vous proposer, comme je ne sais pas comment ça serait, ce que je vais vous proposer, Joanie, c'est peut-être de m'écrire votre question dans le clavardage, et puis je vais la répercuter à... Allez-y, essayez, Joanie. On a essayé de faire un réglage. Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Non. Donc, voilà, par défaut, en écusant, je vais vous demander d'écrire votre question, puis je vais la transmettre à notre conférencier. Ouais. Et la question est
Alors, peut-être qu'en attendant, moi j'ai une question également, avant que la question de Joanie nous parvienne. À un moment, vous avez évoqué, parmi les accomplissements, c'est pas le seul, mais parmi les accomplissements des migrants, il y avait la question de la masculinité qui pouvait arriver comme étant un acte de bravoure. Et en essayant aussi de relier à la question religieuse, je me suppose, ça a fait un lien dans ma tête avec complètement un autre contexte. Du coup, je me disais comment ça se passe là sur la ligne migratoire. Claude Langlois, pour le catholicisme en France, avait parlé d'un dimorphisme sexuel. La pratique de la religion en France, dans complètement autre contexte, c'est d'abord une pratique par des femmes. Et là, on est sur des routes migratoires, on a une masculinité, enfin, un accomplissement qui peut être une masculinité. Est-ce qu'il y a des interférences aussi avec la pratique religieuse ou pas spécialement? Wow. C'est juste une... Voilà. C'est une bonne question. Est-ce que ça peut être influencé? Je repense dans les cas les plus proches de moi. Je pense que les pistes, ça serait le mariage, essayer d'explorer cette dimension-là, à savoir au Sénégal et au Maroc, par exemple, des logiques de mariage mixte sont présents. Est-ce qu'il y a cette dimension qui intervient d'une manière ou d'une autre, à savoir que c'est des Sénégalais avec des Marocaines? Je pense que c'est plus simple que des Marocains avec des Sénégalais. Donc, je voudrais savoir quels sont les enjeux sous-jacents à cela. Dans le cas de l'Algérie, j'ai vu qu'il y avait une facilité à faire peut-être passer des familles touareg, plutôt mères, enfants et autres, de l'autre côté de la frontière, du nord du Mali au sud algérien, dans une logique de protection. Est-ce que ce serait aussi facile avec les hommes? Je ne sais pas. Donc il y a aussi cette dimension intéressante sur le rapport à la protection qui pouvait apparaître, surtout avec le niveau de tolérance migratoire maintenant que l'on a, parce qu'au cours des années 60-70, il y a eu une acceptation beaucoup plus prononcée. Au Niger, il y a quelque chose qui est intéressant qui a été dégagé par un chercheur qui a vu les Touaregs dans les camps de réfugiés perdre leur masculinité, à savoir qu'en fait, c'était les pourvoyeurs de la maison. Ils apportaient donc leur contribution monétaire pour le foyer, et en fait, ils perdent leur masculinité, qui leur est aussi retirée par les femmes dans les camps, puisqu'elles leur disent que c'est elles qui rapportent l'argent. Et donc, il y a une relation qui est vraiment très, très différente. Mais ici, c'est plus dans le logiciel de changements sociétaux que d'une dimension religieuse. Je pense que la piste la plus intéressante, ça serait le mariage. C'est souvent mon point d'entrée. Merci. Joanie a transmis la question, je vais donc la lire. Est-ce que le régime malien a aussi procédé à l'abolition de lois anti-trafic de migrants comme le Niger? Outre la volonté de distanciation par rapport à l'Union européenne, comment le régime du Niger pourra conjuguer avec les enjeux sécuritaires qui peuvent être liés à la migration? Je n'ai pas vu passer pour le Mali, mais ce n'est pas impossible car l'actualité est tellement dense et les nouvelles se succèdent avec beaucoup de fausses nouvelles d'ailleurs. Donc il faudrait que je vérifie ça, mais c'est un vrai enjeu. Au Niger, l'annonce a été très forte, donc je ne sais pas si au Mali ça avait été déjà dénoncé. Ils avaient dénoncé déjà beaucoup d'accords. Ensuite, par rapport à la deuxième partie, c'était la volonté de comment le régime. Ça, c'est toute la question à 1 million. Est-ce que l'alliance des 3 États de la région, la nouvelle alliance des putschistes, à savoir le Burkina, le Niger et le Mali, les 3 États qui ont fait des coups d'État récemment, et ils ont énoncé qu'ils faisaient leur alliance ensemble, est-ce que ça va amener à des politiques sécuritaires communes et donc peut-être à un alignement même sur les logiques de migration? Moi, je pense qu'il y a une démarche un peu populiste, à savoir que ça permet une rentrée économique d'argent par rapport aux communautés du nord du Niger et ça satisfait les populations que d'envoyer ce signal.
Est-ce que cela obéit vraiment à une vision stratégique? J'en doute. Il y a quand même Chiani qui a sorti dans un discours, pas plus tard qu'il y a 2 jours, qu'en fait, le terrorisme, c'est la France. Et qu'en fait, on est encore dans cette théorie du complot où le terrorisme est nourri par la France ou est façonné par la France. Quand c'est les autorités supérieures du pays qui s'amusent avec ce récit-là, au Mali, on l'avait vu monter en puissance, mais de la part de personnes qui étaient au pouvoir sous Bazoum, pas en opposition au régime passé. Ils étaient dans le régime passé. Et qui adoptent ce type de rhétorique, c'est extrêmement inquiétant. Le Niger est vraiment très singulier en l'espèce par rapport à ça, parce qu'au Mali, comme au Burkina Faso, il y avait une logique d'opposition à un régime établi, et ici, en fait, ce sont les acteurs, les mêmes acteurs, mais ils ont adhéré à ce populisme ambiant. Donc, pour l'instant, d'un point de vue symbolique, peut-être un alignement, mais je doute qu'on soit dans une vision stratégique. Merci. Le lien finalement entre migration et éducation. Ouais. Il y a la trajectoire migratoire, disons, plus ou moins légale, à savoir, une fois que la personne a obtenu son baccalauréat, c'est-à-dire son secondaire 5, la personne s'en va et essaye de faire sa licence, son premier cycle ou son master, sa maîtrise en Afrique du Nord, et essaye par là même de s'intégrer au marché de l'emploi. Peu de schémas de réussite, à mon avis, parce que c'est extrêmement dur de rentrer le marché de l'emploi, à cause déjà du fort niveau de chômage pour les locaux eux-mêmes, au niveau de la jeunesse. Donc ça est jugé existant, mais il y a cette première trajectoire qui est très présente. Et on le voit au sein même de communautés, des différentes communautés subsahariennes. Je ne dirais pas simplement les Touaregs, les Arabes, les Maliens Bambara, les Nigériens Haoussa et autres. J'ai vu vraiment beaucoup de trajectoires. Donc, un. Deux, il y a la logique aussi à quel moment tu arrêtes tes études pour y aller, pour tenter ta chance, pour tenter la route. Et donc, on voit que c'est une hésitation très présente chez les jeunes de 18-19 ans qui sont à la veille d'avoir leur secondaire 5 ou qui viennent de l'avoir ou qui ne pensent pas que l'université va être un ascenseur social dans la région et donc ils veulent peut-être tenter directement l'aventure. Il y a des programmes aussi dans des écoles privées où il y a des échanges entre les pays subsahariens et nord-africains. Donc, il y a ça aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs dimensions au niveau de l'éducation. Et je pense que ce qui peut intéresser des chercheurs du type Sodrus, ça s'appelle l'éducation religieuse. Parce qu'on a beaucoup de personnes, surtout qui ont fait une éducation arabophone, qui ont comme seul point d'entrée Tarbiyya islamique, genre l'éducation islamique. Et donc quand ils font ça, leur perspective d'emploi est assez limitée. C'est-à-dire que tu reviens pour être un imam. Si tu reviens au pays, tu n'as que ça. Et puis là-bas, au mieux, si tu es très arabisant, tu peux être professeur de langue arabe. D'ailleurs, ça, c'était quelque chose de présent en Afrique du Nord. On peut trouver des personnes qui sont un peu des enseignants en langue arabe. Mais ça ne se rend pas beaucoup plus loin, donc c'est pas, ça ne permet pas à cette éducation religieuse d'être intégrée. Merci beaucoup. Merci pour tout ça. Et c'est ça au milieu de tout le reste aussi. Et, on va enchaîner avec la présentation de Charles, qui va nous présenter donc, comme ça, les enjeux de la migration du pan-politisme africain. Est-ce que vous venez, je vous installe juste votre présentation. Merci encore, c'était vraiment passionnant. Hop là. Hop là.
ça. Voilà. Oui. Merci. Merci. Pour jusqu'à une demi-heure. Ok, bon, ma présentation porte sur les enjeux de la migration du pentecôtisme africain. Et d'abord, je voudrais présenter le plan. Je vais, dans un premier temps, faire une introduction et après, nous allons voir le pentecôtisme comme une religion de migration et la migration africaine du pentecôtisme, après la migration internationale du pentecôtisme africain et proposer quelques évaluations et perspectives avant de conclure. Il faut dire que le pentecôtisme est l'une des dynamiques religieuses les plus importantes dans notre monde contemporain. Et nous avons environ 700 millions de pentecôtistes dans le monde actuellement. Et selon certaines tendances, on évolue vers le milliard aux alentours de 2050. Et cette dynamique religieuse-là se déroule surtout dans les pays du Sud, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine. C'est au sein de ces populations-là ou de ces zones que nous voyons une forte croissance donc, du pentecôtisme. Mais pour ceux qui ne savent pas, parce que le pentecôtisme, beaucoup ne savent pas en fait d'où ça vient, et il s'agit d'un mouvement religieux qui a vu le jour au début du XXe siècle aux États-Unis. On peut résumer cela par le mouvement en le définissant comme étant simplement le mouvement du Saint-Esprit. Et parce que c'est sur la base donc d'un réveil, un réveil qu'on appelle un réveil spirituel qui a eu lieu à Los Angeles, au 312 Azusa Street, que donc ce mouvement-là a vu le jour. Et la personne qui dirigeait le réveil, c'était William Seymour, qui était un prédicateur noir. Et il a dirigé le réveil pendant environ une dizaine d'années. Mais l'origine même du concept ou l'origine du réveil, l'origine théologique ou conceptuelle du réveil vient d'un autre auteur qui s'appelle Charles Parham. Charles Parham, lui aussi, c'était un prédicateur, mais lui, il était blanc. Il a théorisé le baptême dans le Saint-Esprit en se basant donc sur une référence biblique qui est Actes, le chapitre 2. Et nous voyons dans Actes, le chapitre 2, il y a eu un baptême du Saint-Esprit au cours de laquelle les disciples ont été baptisés de l'Esprit. Et il est dit que des langues semblables à des feux sont descendues et se sont déposées sur chacun d'eux. Donc, le baptême du Saint-Esprit dans le livre d'Exactes a été accompagné d'un parler en langue. Et ce parler en langue-là, c'est ce qu'on appelle la glossolalie, une langue inconnue, une langue étrangère. Ça peut être une langue étrangère et une langue qu'on n'a pas l'habitude de parler, mais que par la vertu du Saint-Esprit, des personnes reçoivent l'habilité donc de parler en une langue inconnue. Donc, en se référant donc à ce baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes, et Charles Parham a théorisé donc le baptême dans le Saint-Esprit
avec parler en langue. Et donc, il a dit que le baptême dans le Saint-Esprit a pour signe initial de parler en langue. Donc, sa théorie s'appuyait donc sur une conception biblique du parler en langue. Et cette conception-là, au fur et à mesure, cette conception du parler en langue avait disparu dans l'histoire du christianisme. Donc, c'est par sa théorie donc, qu'il a conçu sa théorie au sein de son école. Et c'est au sein de cette école-là que nous avons eu, qu'il a eu donc aux alentours des années 1901, la première personne à être baptisée du Saint-Esprit. Donc, mais le réveil en tant que tel, qui a donné naissance au pentecôtisme, s'est déroulé donc sous l'égide donc de William Seymour. Donc, ces deux figures-là, Charles Parham et William Seymour, sont vus donc comme étant les pères fondateurs du pentecôtisme. Et le pentecôtisme, rapidement, va donc être exporté. Mais avant même l'exportation, il y a eu un mouvement de personnes venues du monde entier pour vivre le réveil. Parce que le réveil était accompagné de prières, de guérisons, de prophéties, de parler en langue et bien d'autres expressions spirituelles. Et c'est ce pentecôtisme-là qui va beaucoup intéresser donc les pays du Sud, compte tenu de la proximité religieuse que le pentecôtisme va lier avec donc les religions traditionnelles, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. Donc, les principes fondateurs donc, de ce pentecôtisme-là, c'est fondamentalement l'expérience spirituelle du Saint-Esprit à travers le parler en langue, à travers la guérison, à travers la prophétie et bien d'autres éléments. Donc, ce pentecôtisme a été défini le plus souvent comme étant un pentecôtisme classique. Et ce pentecôtisme classique-là va être surclassé par d'autres pentecôtismes qui vont mettre l'accent sur d'autres aspects plus importants ou plus populaires que uniquement le parler en langue ou la prophétie. Parce qu'à la suite donc de ce pentecôtisme naissant, d'autres réveils spirituels se sont déroulés où les acteurs ont préféré mettre l'accent sur d'autres aspects tels que la guérison ou bien tels que la proclamation et tels que donc l'évangile de la prospérité. Donc, on a assisté donc à une mutation du pentecôtisme. Et cette mutation-là va toucher aussi bien les pays africains que dans les pays asiatiques et où donc le pentecôtisme donc s'est plus développé. Dans le cas de l'Afrique, immédiatement après donc la naissance du pentecôtisme, on a assisté à un élan missionnaire qui a eu pour effet donc de convertir ou d'annoncer le pentecôtisme aux populations africaines. C'est ainsi que est né un pentecôtisme africain qui, dans un premier temps, était une copie conforme du pentecôtisme classique américain. En ce sens que ce sont les missionnaires qui ont mis en place le pentecôtisme et l'expression liturgique ou les expressions liturgiques donc étaient dictées par les missionnaires. Et cela fait que le pentecôtisme naissant en Afrique comme en Asie ou en Amérique latine était un pentecôtisme où les populations locales n'avaient pas droit au chapitre pour définir les modalités de ce pentecôtisme. C'était les missionnaires qui dictaient le pentecôtisme qu'il fallait vivre. Mais au fur et à mesure donc, les populations locales s'appropriaient du pentecôtisme, il a commencé aussi à émerger un type de pentecôtisme particulier donc à ces populations-là ou à ces régions-là. C'est ainsi qu'en Afrique, le pentecôtisme qui a émergé, c'était un pentecôtisme de l'expérience, un pentecôtisme où il ne s'agissait plus de proclamer une guérison de l'âme, mais aussi une guérison du corps.
Donc, le pentecôtisme africain, c'est illustré comme un pentecôtisme qui s'intéresse à la situation de l'Africain, à sa situation de pauvreté et à sa situation économique, à sa situation sociale. Et également à sa situation aussi religieuse, parce que le pentecôtisme s'est détaché ou à déposer ou à poser une rupture avec les traditions religieuses africaines en demandant à ce qu'il y ait un démarquage entre le passé religieux et le présent pentecôtisme. Et le converti pentecôtiste était appelé à faire une rupture entre son passé religieux qui s'origine donc de la magie. Ce passé magico-religieux-là devenait donc un point de rupture pour donc l'émergence d'un nouveau pentecôtisme. Donc, le pentecôtisme africain a été donc contextualisé à la situation donc des Africains. Le pentecôtisme, on peut le définir aussi comme une religion de migration. Et cette définition-là s'origine d'abord même du modèle biblique du pentecôtisme. Et le modèle biblique se réfère à la Pentecôte. Dans Acte 2, la Pentecôte, c'était une fête juive qui avait lieu 50 jours après la Pâque. Et c'est au cours de cette Pentecôte-là qu'il y a eu le baptême dans le Saint-Esprit. Et lorsque le baptême dans le Saint-Esprit a eu lieu et que des personnes ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, lorsque nous voyons dans l'Écriture, nous voyons que les personnes qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit sont devenus des porteurs de l'Évangile. Ils ont annoncé l'Évangile. Ils se sont déplacés pour annoncer l'Évangile. Ils ont migré pour annoncer l'Évangile. Ce qui permet déjà de mettre une relation, d'établir une relation étroite entre la Pentecôte biblique et la migration. Les premiers porteurs de l'Évangile dans les actes étaient des migrants, étaient des gens en migration qui se déplaçaient pour annoncer l'Évangile. De ce fait, donc, ce paramètre de mobilité a permis donc l'expansion du baptême dans le Saint-Esprit dans le livre des Actes. Et lorsque nous regardons le contexte même de déroulement de la Pentecôte, la Pentecôte s'est déroulée dans un contexte où des Juifs en migration sont revenus à Jérusalem comme étant un retour à leur terre d'accueil. Et c'est pendant leur retour dans leur terre d'accueil que ce baptême-là du Saint-Esprit a eu lieu. Donc, le baptême même du Saint-Esprit dans le livre des Actes se déroule déjà dans un contexte migratoire. Un contexte où des migrants revenaient dans leur terre d'accueil et assistent à un baptême du Saint-Esprit où ils attendaient de parler en langue des régions de leur société d'accueil. Donc, ce facteur migratoire-là va donc contribuer donc à la naissance à la Pentecôte biblique. Dans le second modèle, c'est le modèle pentecôtiste d'Azusa Street. Azusa Street a été une opportunité pour des gens venus d'ailleurs de vivre un réveil spirituel. Parce que lorsque le réveil spirituel d'Azusa Street se retrouvait, il y avait des gens venus d'Asie, il y avait des gens venus d'Europe pour assister à ce réveil-là. Donc, ces personnes venues d'ailleurs ont pu voir, ont pu vivre, ont pu expérimenter le réveil spirituel d'Azusa Street, et ce réveil-là a été communiqué donc dans leur retour dans leur société d'accueil. Également, le modèle pentecôtiste d'Azusa Street, c'est aussi un modèle de missiologie, parce que, en ce sens que les tenants du réveil d'Azusa Street ont
choisi, dès le déroulement de ce réveil-là, de développer des concepts missionnaires, d'envoyer ceux qui étaient baptisés à travers le monde. Donc, ce concept de mission qui a été associé donc au réveil d'Azusa Street a allié donc la migration. Parce que ceux qui recevaient du Saint-Esprit étaient aussi invités à aller en Chine, à aller en Asie, aller en Afrique pour annoncer donc ce pentecôtisme-là. C'est ainsi que on a assisté à l'installation d'une première église pentecôtiste en Afrique, au Libéria, et juste quelques années simplement après le réveil d'Azusa Street. Et en 1920, les acteurs de ce réveil-là, certains acteurs de ce réveil-là, arrivaient à Notre-Volta au Burkina Faso pour installer donc l'église des Assemblées de Dieu. Donc, ce modèle missionnaire-là, ou ce mode de migration-là, a accompagné donc ce réveil d'Azusa Street. Également, dans le cas du réveil africain ou dans le cas de la migration africaine, nous voyons que la migration du pentecôtisme s'est aussi appuyée sur, ou l'expansion du pentecôtisme s'est aussi appuyée sur la migration. Les migrants sont devenus des porteurs donc du pentecôtisme. La migration africaine du pentecôtisme est une migration qui va s'effectuer par les églises. Les églises pentecôtistes africaines vont devenir des porteurs donc, du pentecôtisme pour transmettre ce pentecôtisme-là à d'autres pays africains. Et nous pouvons identifier déjà un premier enjeu qui est l'enjeu missionnaire. L'enjeu missionnaire est un enjeu important dans la migration du pentecôtisme africain. Et on peut à ce niveau considérer cela à l'aune donc de la conception même de la mission par donc le pentecôtisme ou les églises pentecôtistes. Parce que les églises pentecôtistes, dès leur naissance, ont posé comme principe de base celui d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. La mobilité est au cœur du pentecôtisme. Parce que le pentecôtisme s'est approprié de ce verset qui est biblique de Matthieu, où Jésus-Christ dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et ce principe-là de mission, de se déplacer, va suivre donc le pentecôtisme dans toutes ses pérégrinations. Donc la mission a été le leitmotiv du pentecôtisme classique. Et ce leitmotiv-là va devenir aussi celui des églises africaines. Et si nous prenons l'exemple de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui est une église pentecôtiste qui était fondée par des Américains, des missionnaires américains, qui sont venus des États-Unis en 1920, ces acteurs-là ont porté l'évangile au Burkina Faso. Et dans leur stratégie, ils ont choisi une ethnie, l'ethnie Mossi. Et le choix de l'ethnie Mossi n'est pas un choix hasardeux, parce que le groupe ethnique Mossi était un groupe ethnique qui était organisé, socialement organisé, qui était structuré sur le plan administratif et organisationnel, et qui a été aussi un peuple migratoire. Donc, en choisissant ce peuple migratoire-là, il y avait dès lors l'idée de projection du pentecôtisme en dehors même des frontières de l'ancienne Haute-Volta. Et lorsque l'église d'Assemblée de Dieu s'est installée au Burkina Faso, ils se sont d'abord intéressés au plateau central, c'est-à-dire à la partie centrale du pays. Parce qu'il y avait plusieurs missions. Il y avait l'Alliance chrétienne et il y a également la mission intérieure du Soudan. Et la mission intérieure du Soudan s'occupait de l'Est
et l'Alliance chrétienne s'occupait de l'Ouest, et les assemblées de Dieu s'occupaient du centre. Et très rapidement, nous avons vu que les assemblées de Dieu, ils ont pris en charge leur territoire et ils ont mis fin à l'attente cordiale qui existait entre les missions, qui répartissaient la colonie de Haute-Volta en des zones d'influence. Et ils ont commencé donc à s'intéresser à d'autres parties. Ils ont intéressé, par exemple, à l'ouest du pays, qui était considéré comme la zone d'influence donc de l'Alliance chrétienne. Et leur stratégie, c'était de s'appuyer sur les migrants aussi, qui étaient dans la partie ouest du pays pour fonder donc des églises pentecôtistes. Et ce principe va également suivre l'installation des assemblées de Dieu en Afrique de l'Ouest. Les missionnaires américains sont arrivés au Burkina Faso et le Burkina Faso a été la base pour installer l'église ou le pentecôtisme au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Et la stratégie qu'ils avaient utilisée était simplement de s'appuyer sur les migrants aussi. Les premières églises des assemblées de Dieu ou les premières églises pentecôtistes en Côte d'Ivoire ont été ouvertes au sein des migrants aussi qui étaient en Côte d'Ivoire. C'est la même démarche, la même méthodologie qu'ils ont utilisée pour donc installer les églises pentecôtistes donc, au Ghana, au Bénin, au Togo. Donc, la migration des Monsi vers les pays côtiers en Afrique de l'Ouest a été utilisée comme étant une stratégie missionnaire. Donc, à tel enseigne, donc, on peut dire qu'il y a eu une mission, je dirais même informelle, une mission informelle qui a dévancé donc la mission officielle. En plus de l'enjeu missionnaire, il y a un enjeu culturel dans la migration du pentecôtisme africain. Et cet enjeu culturel-là met en exergue donc une identité pentecôtiste qui est mobile. L'identité pentecôtiste est mobile au regard donc de la charge expérimentale que génère le pentecôtisme. Parce que le pentecôtisme est une religion qui invite à l'expérience. Et l'un des exemples, l'une des illustrations les plus marquantes, c'est le pentecôtisme nigérien. Le pentecôtisme nigérien est l'un des pentecôtismes les plus influents en Afrique de l'Ouest. Et leur influence est basée essentiellement sur l'image, sur l'itinérance, sur l'argent et sur l'expérience. Et tous ces facteurs-là ont une vocation migratoire. Et la vocation migratoire a été utilisée donc, pour permettre donc, à ce pentecôtisme-là de s'éparpiller ou de se répandre donc, en Afrique de l'Ouest. À tel enseigne que le pentecôtisme nigérien est l'un des pentecôtismes les plus influents en Afrique de l'Ouest au regard de la puissance de l'image. Quand je parle de l'image, c'est la capacité de ce pentecôtisme à produire des vidéos et des films qui migrent vers les autres pays et qui impactent les populations locales. Et quand on parle de la culture de l'itinérance, c'est les leaders pentecôtistes qui se déplacent vers les pays environnants pour donc partager donc leur expérience pentecôtiste ou leur expérience spirituelle. Il est aussi question de la migration internationale du pentecôtisme africain. Et cette migration internationale s'appuie donc sur l'ouverture d'églises africaines dans le contexte de la migration. Et on peut identifier une typologie d'églises pentecôtistes, à savoir les églises extension, qui sont des églises dont l'église mère est en Afrique, et l'église mère qui est en Afrique donc développe des extensions dans les pays occidentaux, que ce soit l'exemple des églises africaines qui sont à Montréal ou à Paris ou à Bruxelles.
il y a également les églises fondées par les migrants. Ça, c'est la deuxième typologie d'églises pentecôtistes en migration. Également, et enfin, les églises satellites, qui sont des églises détenues par des pasteurs itinérants qui vont de lieu en lieu donc, pour organiser des cultes. Cette typologie-là permet donc de dégager dans la démarche de ces églises pentecôtistes-là un enjeu missiologique. Et l'enjeu missiologique, c'est ce que les pentecôtistes ont appelé la mission inversée. La mission inversée, c'est un concept qui a été développé pour dire les pays occidentaux sont venus nous annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, nous avons pris l'évangile. Nous allons en retour maintenant annoncer l'évangile aux pays occidentaux parce que ces pays sont en train de se déchristianiser. C'est le concept de la mission inversée. Et ce concept-là s'appuie sur une stratégie simple, la stratégie de conquérir les nations. Les pentecôtistes sont dans une stratégie de conquête du territoire et de conquérir des nations pour Christ. Et cela s'appuie simplement sur ce mot « aller et faire de toutes les nations des disciples ». Également, il y a un enjeu d'intégration sociale. Les églises africaines en migration ont un rôle ou jouent un rôle dans l'intégration sociale de leurs membres et également dans l'intégration sociale même au sein même de la société d'accueil. Également, on peut identifier un enjeu économique qui, dans la littérature, n'est pas très développé, mais qui mérite d'être analysé au regard donc de la stratégie des pentecôtistes de captation des ressources financières des migrants. Et pour le moment, je n'ai pas pu identifier de la littérature sur la question, mais cet enjeu-là mérite d'être examiné. En termes d'évaluation et de perspective, la mission inversée, on peut interroger la mission inversée, d'autant plus que on peut se demander si elle est vraiment efficace ou si elle répond à ses objectifs initiaux. Au regard du fait que il peut arriver que les églises africaines en migration sont plus fréquentées par des migrants que par donc, la population d'accueil, les membres de la population d'accueil. Donc, la prétendue mission d'évangélisation, mission évangélisatrice reste à confirmer. Également, en termes aussi de référents linguistiques, on peut interroger le référent linguistique de ces églises-là. Et le fait que ces églises organisent leur culte ou développent leur liturgie en utilisant donc la langue de leur société d'origine peut quand même interroger leur capacité donc à s'intégrer à la société d'accueil. Parce que la démarche missiologique voudrait qu'on s'adapte à la société d'accueil en utilisant donc la langue de la société d'accueil. Également, on peut évaluer donc ce pentecôtisme-là en soulignant la nécessité pour les pentecôtistes africains de se contextualiser à leur société d'accueil. D'autant plus que le reproche qui est souvent fait, qui avait été fait aux missionnaires, c'était celui donc de venir avec sa propre culture ou d'imposer sa culture aux sociétés africaines. Et maintenant, les Africains qui s'engagent dans une mission inversée, alors que faut-il faire? Faut-il eux aussi imposer leur culture à leur société d'accueil? Donc, c'est une invitation donc, à contextualiser donc, le pentecôtisme à la société d'accueil si on veut vraiment que ce pentecôtisme-là trouve du succès. Donc, cette contextualisation ne peut se faire que par une innovation religieuse. C'est pourquoi je pense que l'innovation religieuse en contexte migratoire est une voie à explorer pour permettre donc aux religions en migration de pouvoir donc non seulement survivre, mais s'adapter à leur contexte.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Il nous reste quelques minutes pour qu'on puisse poser des questions. On a personne en ligne. Je pense. Ok. Merci beaucoup pour cet exposé très riche et qui nous a fait parcourir le continent et l'histoire. Première question, justement par rapport à la contextualisation, mais la première, celle du pentecôtisme qui arrive en Afrique, où justement il y a cette contextualisation qui ne se fait pas, puis à un moment, il y a quand même une appropriation par les communautés africaines du pentecôtisme. Et je me suis posé la question, et cela par rapport en particulier aux questions, enfin vous l'avez relié aux questions économiques et sociales. C'est parce qu'il y avait la prise en compte à ce moment-là des besoins économiques et sociaux des populations que là, il va y avoir l'appropriation du pentecôtisme. En place, la manière dont je l'ai compris. Est-ce que c'est un mouvement similaire ou pas à ce qu'on a vu dans d'autres contextes, la théologie de la libération, par exemple, aussi le christianisme, mais dans un autre... Est-ce que c'est un peu le même type de mouvement d'appropriation, ou est-ce qu'on reste vraiment ici sur, oui, une prise en compte des besoins économiques et sociaux, d'un contexte économique et social, mais sans pour autant qu'il y ait une démarche Théologique. Ouais. La démarche théologique existe. Dans le cas de l'Afrique, on ne parle pas de théologie de libération, mais si théologie de libération il y a, c'est une théologie de libération économique. Okay. Certains l'ont conceptualisé en termes de théologie du développement. Okay. Donc, ça s'inscrit dans la même démarche. Il y a un fondement théologique qui est là, c'est du développement des Africains, c'est de prendre en compte la pensée des Africains ou les référents linguistiques. Si nous prenons par exemple la liturgie, toute la liturgie se faisait sur la base de chants qui ont été élaborés par les missionnaires. Si je prends par exemple un chant qui dit par exemple blanc, plus blanc que la neige. C'est un chant qu'on chante en milieu par blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Pour l'Africain, qu'est-ce que la neige? Pour l'Africain, il ne connaît pas la neige. Donc, c'est ce genre de cantique qu'on demande, par exemple, qu'au lieu de parler de blanc, plus blanc que la neige, qu'on dit plus blanc que le coton. Parce que le coton, ça vient de notre culture, nous savons ce que c'est que le coton. Mais la neige, l'Africain qui n'a jamais quitté l'Afrique n'a jamais vu la neige. Il ne sait pas, il chante, mais il ne sait pas ce que donc, c'est ce genre de chant, cette démarche d'adaptation, de contextualisation de la liturgie, de l'écriture qui est demandée. Également, dans la démarche des missionnaires, on a évangélisé le salut de l'âme, ou on a proclamé le salut de l'âme. Mais dans un contexte où des gens ont faim, le salut, et c'est là que les gens, en plus du salut de l'âme, il faut aussi parler du salut du corps. Voilà, du salut du corps. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il ne prêchait pas simplement, il nourrissait aussi les foules. Il donnait du pain, il donnait des poissons aux gens. Donc, il s'occupait, il y avait une prise en charge aussi du corps. Donc, c'est sous ces éléments-là qui ont concouru donc à des développements de théologie. On parle de théologie du développement. Et donc, pour favoriser la prise en compte de développer un évangile pentecôtiste dans le contexte donc, des Africains. Merci Charles pour la présentation. Première question, on va revenir dans deux questions. Se situe sur le plan historique. La première question, c'est lié à l'implantation de la première église en Afrique. Si j'ai bien compris, tu as mentionné que cette implantation avait eu une idée. Est-ce que j'ai bien compris? J'aurais ça. Avoir plus d'informations par rapport à cette église. Ensuite, ma deuxième question, c'est lié à
ces mouvements-là des croyances, si on peut bien démontrer, je pense que oui, il y a une migration des gens physiquement qui se déplacent, mais la migration des croyances qui se déplacent dans le monde, qui n'était pas forcément un mouvement physique. Au début du mouvement du pentecôtisme aux États-Unis, il y avait des pratiques assez n'ont pas été acceptées par la suite dans l'histoire du pentecôtisme. Des pratiques assez étranges. Je pense ici à la manipulation de certains de l'Église et à la consommation de poison. Et ça se rapporte à la fin du mandat de Marc, où est-ce qu'ils disent qu'il y a des gens qui ont reçu le baptême, le Saint-Esprit, auront des poisons, ça va se propager, etc. Je me demandais si ces pratiques-là avaient voyagé aussi jusqu'en Afrique. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, en Afrique, à un certain moment donné, l'histoire de la manipulation de certains de l'île? Bon, pour la première question, je pourrais apporter la clarification plus tard. La première église, je parle surtout des assemblées de Dieu. Il est possible qu'il y ait d'autres églises évangéliques qui se soient installées avant les assemblées de Dieu. Mais l'une des premières églises issues du réveil d'association à s'installer en Afrique sur les assemblées de Dieu. Sinon la première. Et il y a une confusion parfois ou une bataille de dates entre le Libéria et l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, les deux, mais je parle la date précise, mais en tout cas, ça s'est doublé simplement quelques années après à la suite du réveil. Maintenant, sur la manipulation des serpents venimeux, bon, personnellement, dans le mouvement pentecôtiste, il y a des écarts. Ça, c'est connu, il y a vraiment des écarts. Comme c'est une religion qui est beaucoup expérimentale, fondée sur l'expérience et non sur la théologie, parce que la théologie est venue après. Les gens ont fait l'expérience et ont compris qu'en plus de l'expérience, il fallait aussi la théologie. Et c'est plus tard qu'ils ont développé la théologie. Donc, ça veut dire que les pentecôtistes sont en retard sur la théologie, compte tenu du fait qu'ils s'appuient plus sur l'expérience. Et ce que je sais simplement, je sais qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un prédicateur africain qui a convoqué les gens pour expérimenter. Il a convoqué les gens, il a dit qu'il va marcher sur l'eau. Malheureusement, ce jour-là, il a marché sur l'eau, c'est vrai, il a commencé à marcher sur l'eau, mais par fini, il s'est embourbé, il s'est noyé. Donc, ce sont ces gens de cas-là, ça existe, mais bon, pour les serpents venimeux, je n'ai pas connaissance de ces cas-là, mais il y a des écarts vraiment dans le pentecôtisme, parce que, compte tenu du fait que l'accent est mis sur l'expérience et la théologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Cette conférence à deux voix. Et puis on se retrouvera le mois prochain autour du contexte nord-américain. Merci. Merci. Arrêtez d'enregistrer.